Alors, je vais orienter le sujet parce que la prise en charge du sujet qui est atteint de paralysie cérébrale est trop vaste. Et donc, je vais me limiter aux membres inférieurs et à la compréhension de la chirurgie multi-étagée des membres inférieurs. Souvent, on nous parle de chirurgie multi-étagée, on se demande sur quelles références biomécaniques et quels résultats on peut obtenir et quel est le coût de cette chirurgie. C'est donc qu'il y a un intérêt médico-économique en plus de l'intérêt scientifique. Alors ce topo est préparé avec un biomécanicien, car dans cette chirurgie, il faut absolument travailler de concert avec un laboratoire de biomécanique et surtout un biomécanicien intéressé par ce sujet. Alors le premier outil qu'a un chirurgien orthopédiste, c'est la vidéo. Sans vidéo, le chirurgien orthopédiste, il est moyen parce qu'il perd la visibilité de ce qu'il va faire. Il n'a plus l'impact visuel pour comprendre ce qu'il a fait et suivre ce qu'il a fait. Et il y a un dernier impact, c'est l'impact psychologique vis-à-vis du patient. Le patient et l'équipe soignante, qu'ils soient les kinésithérapeutes ou les autres, ont besoin de voir les résultats au fur et à mesure de la progression. Premier outil, ce n'est pas cet outil qui coûte cher, il demande de la bonne volonté. Il y a des générations de nos jeunes collaborateurs qui sont sur leur smartphone ou sur leur ordinateur. Ils peuvent être tout à fait capables d'archiver et de filmer les enfants que nous opérons. Premier outil, pas cher, indispensable. Cet outil va permettre d'aiguiser son regard. En fait, le regard ne suit que ce qu'il voit. On ne voit que ce qu'on a appris à voir. Si on a appris des données d'analyse de la marche, si on a appris comment se déplace un individu, les yeux vont être aiguisés et ils vont pouvoir détecter sur la marche de l'individu les anomalies. Il y a deux notions biomécaniques qui dominent cette chirurgie. La première, c'est la gestion des pivots ou roulements et leur contrôle musculaire. Pivot talonnier, pivot cheville, pivot avant-pied, pivot métatarso-phalangien. La connaissance des pivots est indispensable. Toute la chirurgie va se baser sur la maîtrise des pivots, tout l'appareillage orthopédique sur la maîtrise des pivots, maîtrise passive par les segments osseux et les articulations, mais maîtrise active par les muscles. Le deuxième concept qui va dominer la chirurgie, c'est le concept couple flexion plantaire, extension du genou. Si vous figurez un individu de profil, à la mi-appui, la force de réaction du sol passe un peu devant le genou et elle stabilise passivement le genou. À condition que votre appui au sol, le pied, soit bien orienté. Je prends un cas schématique. Ce pied est orienté dans l'axe de progression de la marche. Le ballon de rugby que vous voyez, c'est le genou au-dessus. Le vecteur d'extension du genou va être de là à là. Il va être donc très puissant. Par contre, si la progression du pied est en exorotation, le vecteur d'extension du genou va être diminué et le sujet va être pénalisé par le manque de bonne application de la force d'appui du pied au sol. Tout ce qui met le pied en progression exagérée en dehors est défavorable sur le genou. Et là, le chirurgien doit se dire, mais pourquoi le pied est-il en dehors? Il est en dehors de par lui-même, c'est-à-dire le pied déformé en charge. Il est en dehors parce que le squelette jambier le lui impose. Il est en dehors par l'articulation du genou et l'axe, elle lui impose. Ou bien, il est en dehors pour ces trois raisons ou deux raisons, ou une. Et toute la gymnastique du chirurgien va être donc d'imaginer dans l'espace les corrections qu'il va proposer pour avoir un bras de levier efficace du pied sur le genou. La dernière notion mécanique, c'est la notion que nous ont enseignée nos ancêtres, c'est que quand on opère un petit en regardant le pied équin, on est très heureux, le pied est à plat, mais quelques années après, le genou fléchit. Le genou est vu fléchi, on allonge les ischios, quelques années après, c'est le bassin qui est en avant et le corps.
Et finalement, on ne s'en sort que quand on a terminé toute la cascade. Et le but de la chirurgie, justement, va être d'essayer, je dis bien essayer de prévoir l'ensemble des gestes chirurgicaux à proposer pour partir de A et finir à Z. C'est un souhait pieux, parfois on y arrive, pas toujours, et il ne faut pas uniquement se focaliser sur cette notion qui est rabâchée continuellement. Les méthodes thérapeutiques sont soit sur les contractions, l'alcool à 45, utilisé nos aînés pour le réflexe myotatique, la toxine botulinique est largement utilisée, mais dont l'efficacité est une parésie, c'est-à-dire qu'on diminue la force musculaire du muscle. Donc on ne peut pas répéter ça 36 fois, une fois, 2 fois. Le baclofène, qu'il soit intratécal ou par la bouche, la chirurgie nerveuse, qu'elle soit locale ou par isotomie. Et puis, toujours dans sa tête, le chirurgien dira, est-ce que j'ai affaire à une spasticité locale ou générale? Quand c'est local, j'ai chirurgie nerveuse, j'ai toxine, j'ai alcool, ainsi de suite. Quand c'est général, je me branche sur la pompe à baclofène, sur de la chirurgie plus étendue. Et puis, la place du chirurgien orthopédiste, elle est là, sur les rétractions et déformations, c'est-à-dire la chirurgie musculo-tendineuse et la chirurgie osseuse. Que nous amène l'analyse quantifiée de la marche sur l'examen clinique en neuro-orthopédie? Elle a été introduite depuis près de 30 ans, vous vous rendez compte. Mais elle a eu beaucoup de peine à s'introduire dans beaucoup d'équipes. Parce que le chirurgien n'est pas fait, a priori, pour comprendre la mécanique du sujet qui marche. Nous sommes tous orientés sur les radiographies, sur l'imagerie, sur le 2D. On apprécie les résultats sur des radios, mais rarement, hélas, sur un sujet qui marche et qui vit avec ce qu'on lui a fait. Mais les 10 prochaines années vont connaître, et connaissent déjà, une efflorescence fantastique sur l'appréciation de la mécanique globale des gestes orthopédiques que nous faisons. Et puis, surtout, elle permet l'analyse de la marche de contrôler les effets des traitements qu'on a proposés. Alors, est-ce que les informations que va nous donner le programme chirurgical, est-ce qu'elles sont complémentaires à l'examen clinique? Complémentaire est différent de corrélé. Corrélé, ça veut dire c'est la même chose, redondante. Si c'est corrélé, ben, ce n'est pas la peine d'investir en hommes, en temps, pour faire une analyse de la marche. Si c'est complémentaire, oui, mais à quelles conditions? Est-ce que ce complémentaire est compatible? Donc vous voyez, il y a une démarche actuelle dans les lieux spécialisés justement pour faire le partage entre l'un et l'autre, pour trouver ce qui est vraiment utile, qui complémente l'autre, ou bien ce qui est redondant. Je vais donner, pour expliquer cela, les modifications de l'examen clinique pour assurer une compatibilité des données. Est-ce que mon examen clinique, je vais pouvoir l'utiliser pour vérifier que mes données sont compatibles? Et je vais choisir, est-ce que mon examen clinique va modifier ma manière d'examiner les sujets? Je vais choisir 2 exemples, le flexome de hanche et l'angle poplité. Dans le plan sagittal, on mesure la cinématique du bassin par rapport au plan du laboratoire. On met 2 pastilles sur les épines iliaques, antéro-supérieur et postéro-supérieur, et on voit que le bassin est antéversé par rapport aux coordonnées du laboratoire. Le plan sagittal de la hanche, c'est pas pareil. Il y a une gymnastique constante du chirurgien à se faire. La hanche, c'est entre le segment fémoral et le bassin. C'est pas la hanche par rapport au labo. C'est pas la hanche par rapport à cette salle. C'est le fémur par rapport au bassin. Le fémur sur lequel vous êtes assis par rapport au bassin. C'est ça la hanche. Donc les mesures sont d'interprétation différentes. Et il faut jongler constamment avec cette notion de repère du laboratoire, repère de la salle où on est, et repère d'un segment par rapport à l'autre qui définit une mobilité articulaire. Alors voilà, par exemple, un classique en décubitus dorsal, la mesure du flexome de hanche, avec tous les problèmes que se posent. Variable du rachis, comment mettre mon rachis? On peut le mettre plus ou moins à plat, et en fonction, l'angle de flexome de hanche augmente. C'est pas fiable. On peut aussi, nos malades ont souvent des droits fémoraux tractés, il y a une influence sur le bassin. Donc c'est un très mauvais test s'il est pratiqué comme ça. Un peu mieux, quand on est en décubitus ventral, on a la main qui repose sur la fesse et puis la cuisse qu'on porte en extension. Mais encore une fois,
Ce n'est valable que si on a des repères. Les repères, on y revient, nous sont donnés par la cinématique, c'est l'épine-iliaque postéro-supérieur et l'épine-iliaque antéro-supérieur. Ce sont les mêmes repères que quand on fait marcher un individu. Et donc on va tracer une perpendiculaire à ces repères et mesurer le flexum de hanche. Voilà, le sujet est sur le côté. On matérialise l'axe du bassin, là, et hop, on a 20 degrés flexum de hanche ou plus, quelle que soit la position du bassin. L'important, c'est d'avoir un repère fixe qui est choisi. Tout ça, ça entre en jeu. Alors, une chose est nette, les allongements musculo-tendineux proposés pour traiter les déformations et anomalies de la marche dans le plan sagittal peuvent avoir un effet secondaire positif, mais positif secondaire sur la rotation de hanche pendant la marche. Les modèles de simulation musculo-squelettique montrent que les ischio-jambiers médiaux, les adducteurs et le gracile ont des moments rotationnels négligeables chez les enfants qui marchent mouflichis. La chirurgie isolée des parties molles, sans ostéotomie, a montré un effet modeste sur les troubles transverses et ne peut se substituer à l'ostéotomie. Donc vous voyez là, on arrive à quelque chose, c'est que chirurgie isolée des parties molles, c'est pas ça tout à fait comme résultat. Il faut associer la correction de l'architecture. Alors, dérotation fémorale proximale ou distale. Nos aînés faisaient souvent la dérotation proximale. Et puis, depuis quelque temps, nous nous sommes mis à faire les dérotations distales pour des raisons de simplicité et aussi parce qu'on peut y associer d'autres corrections comme celle d'un flexum, ainsi de suite. Et ces dérotations distales, il est démontré cinématiquement que la conséquence du siège proximal ou distal de la dérotation est la même. C'est-à-dire, quand on passe une population de sujets qui ont eu une dérotation distale, et quand on passe une qui a une dérotation proximale, eh bien, la conséquence sur la marche est la même. Donc on peut se permettre de corriger en haut ou en bas, surtout qu'à l'heure actuelle, en particulier chez l'enfant, on a des procédés d'ostéosynthèse qui peuvent ménager la physe, on n'y touche pas, on a des plaques tout à fait correctes qui nous permettent éventuellement de défléchir s'il faut, de raccourcir s'il faut, de déroter, de faire tout. C'est notre technique de choix. Alors, quelle est la quantité de dérotation? C'est très subtil. On met le malade sur le ventre, on dose la rotation interne, la rotation externe, et traditionnellement, c'est le midpoint, le milieu du secteur de mobilité passive. Vous additionnez, vous faites la somme algébrique RI, RE, et vous divisez par 2, c'est la quantité. C'était ce qui était enseigné. Maintenant, avec l'analyse cinématique, c'est la rotation moyenne de la hanche dans la phase d'appui. C'est-à-dire qu'on voit dans la phase d'appui de combien tourne la hanche. La hanche, pas le bassin. Si elle tourne de 30, on va déroter de 30. Et on ne dérotera jamais au-dessous de 15. Oui, c'est un peu l'option actuelle. Alors, est-ce que cette correction se maintient à long terme? C'est controversé. L'amélioration initiale n'est maintenue que dans 60% des cas. Ce qui fait que dans votre pratique, vous observez parfois des enfants ou adolescents que vous avez opérés et puis 5 ans après, vous êtes un peu déçus, ils sont repartis en endorotation. Eh bien oui, l'amélioration initiale ne s'est maintenue que dans 60%. Parce qu'il n'y a pas que le geste osseux, il y a l'ambiance musculo-tendineuse qui fait que les facteurs qui déséquilibrent la hanche sont peut-être présents, qui fait qu'il y a des facteurs aussi de faiblesse musculaire de la ceinture pelvienne. Les muscles fessiers ont de la peine à tenir le fémur et hop, il repart un peu en endorotation. Donc vous voyez, il n'y a pas que le geste chirurgical, il y a la balance musculaire. L'âge au moment de la chirurgie a souvent été évalué comme un facteur prédictif de récurrence. Et on enseigne classiquement qu'il ne faut pas déroter avant 10 ans. Effectivement, dans notre pratique, c'est exceptionnel, ça nous est arrivé, mais c'est rare de déroter avant 10 ans. Finalement, les indications de dérotation fémorale, c'est une rotation interne d'hanche moyenne, avérée à la mi-appui, et une antéversion fémorale excessive. La valeur de la dérotation, c'est une rotation de hanche à la mi-appui si l'antéversion l'autorise. Je voudrais voir avec vous ce cas simple pour vous montrer un peu l'intérêt de la méthode. C'est une fille qui a 13 ans, elle a une hémiplégie cérébrale infantile droite de forme dystonique, comme vous voyez sur la main, et elle se présente avec un défaut mineur, mais qui l'embête, c'est-à-dire le trouble transverse de la hanche droite, avec un bassin droite, une fesse droite qui est en arrière, alors que le genou droit est en endorotation. Vous avez ce paradoxe, bassin, hanche.
Alors sa courbe cinématique, c'est celle-là. On voit dans le plan transverse que le bassin droit a tendance à aller à l'exorotation, alors que la hanche droite est en endorotation. Et elle a une antéversion excessive, donc on a corrigé le défaut osseux, on a corrigé ce défaut osseux à la faveur de l'examen clinique, bien sûr, et à la faveur de cette cinématique. Et vous allez la voir en 3 mois post-opératoire, à 2 ans post-opératoire. Elle améliore la présentation donc de son membre inférieur droit. Bien sûr, persistent les anomalies sous-jacentes, mais les troubles transverses sont corrigés. Et la comparaison des données, voilà le bassin en exorotation avant, la hanche droite en endorotation avant, et le pied droit progresse en dedans. En post-op, le contrôle, le bassin est revenu dans les courbes de normalité, la hanche droite s'est normalisée, et le pied n'est plus en progression interne comme avant. Vous avez la preuve que votre raisonnement est quand même correct dans ce cas relativement facile. Voilà un des premiers cas par lequel nous avons commencé. C'est ce garçon qui se pointe à 12 ans. Il a une déformation étagée, diplégique asymétrique aux dépens du côté gauche, avec un équin majeur du pied gauche, un genou gauche toujours fléchi. Et vous voyez la fesse gauche qui part en arrière, un flexum du genou gauche, de la hanche gauche, et un genou gauche qui tourne en endorotation alors que la fesse gauche est en arrière. L'examen clinique montrait une antétorsion excessive, un flexum de hanche, des ischio-jambiers courts, un genou raide et un pied en équin. Alors on lui a proposé une cascade de traitements, c'est-à-dire pour la hanche, on a agi sur les adducteurs, les fléchisseurs, on a déroté le fémur. Sur les genoux, il a eu un allongement des ischio-jambiers, un transfert du droit fémoral. Sur le pied, il a eu un allongement du triceps et un raccourcissement du tibial antérieur parce que l'équin était majeur. Il fallait raccourcir le tendon. Alors vous allez le voir progresser avec nous, post-op 4 mois, 2 cannes, une orthèse. Il y a besoin de beaucoup de rééducation et le chirurgien fait partie de l'équipe. C'est lui le maître directionnel avec un ensemble de médecins, de kinés. C'est lui qui guide les orientations thérapeutiques. Vous allez le voir ensuite. À 8 mois, il n'a plus qu'une canne à droite, il a toujours l'orthèse, et vous le voyez pieds nus aussi. Pieds nus, il n'est pas parfait, il y a des petits défauts, donc on fait un sevrage progressif. Voilà la comparaison finale, au bout de 3 ans, 6 mois, vous voyez que cet enfant est devenu adolescent, tout musclé, tout fier de lui-même, avec une marche sans orthèse, des tout petits défauts qu'on peut cerner en particulier au niveau du pied, mais une fonction tout à fait normale, l'activité sportive. Alors ces cas vous encouragent parce qu'ils incitent à aller plus loin et à faire et à ne pas se laisser intimider par la quantité des choses. Dernier exemple, ce garçon a une hémiplégie droite infantile, mais en fait c'est surtout une diplégie asymétrique aux dépens du côté droit. Il a aussi une drépanocytose et donc il a un mélange de prématurité, anoxie et drépanocytose. Son périmètre de marche est d'1 kilomètre, il se plaint de douleurs à la face antérieure du genou droit et d'une instabilité du pied droit. Alors là, vous voyez, vous êtes lancé dans un programme de pathomécanique globale. L'examen de ses hanches montre qu'il a une rotation interne de la hanche droite 60, gauche 45, il n'a pas de rotation externe de hanche à droite, il a une torsion fémorale droite de 60, gauche 30, il a un flexum de la hanche droite, il a un genou droit qui a un flexum de 15 degrés, il a des ischio-jambiers courts, il a un pied droit qui manque de flexion dorsale, genou étendu, il a une torsion tibiale externe majeure de 50 degrés. Du point de vue musculaire, à droite, il est un peu plus faible qu'à gauche, mais il a quand même un grand fessier à 3, moyen fessier à 3. Il a un quadriceps à 4, donc il n'est pas trop mauvais, sauf au niveau du pied, où les éverseurs sont faibles face aux inverseurs forts.
Alors, sur ces courbes cinématiques, on voit à droite que le genou droit, en bleu, manque d'extension pendant toute la phase d'appui et oscille peu. On voit que, ici, dans le plan transverse, le bassin droit va à un peu d'exorotation et la hanche droite, elle est en endorotation. On voit sur l'EMG l'activité pathologique des droits fémoraux. Et on lui propose donc la cascade d'événements, ostéotomie de dérotation fémorale, puisqu'il y a l'antéversion excessive, l'ostéotomie de dérotation tibiale, puisque vous avez vu qu'il avait une exorotation massive du squelette jambier, un allongement des ischio-jambiers à cause du flexum des genoux, un transfert du droit fémoral sur le gracile, puisqu'il a le genou raide, un allongement du tibial postérieur et une fasciotomie des jumeaux pour le pied. Et donc, vous allez le voir plus de 10 ans après, parce que je l'avais perdu de vue, il revient adulte en consultation, indépendant, sans aide externe, bien baraqué, avec une présentation de la hanche et du genou droit qui est quasi parfaite, mais un pied droit qui est malheureusement un petit peu en varus, et pour lequel le moins bon résultat, c'est au niveau du pied, mais sans symptomatologie. Et là, je vais vérifier tout ça. Avant en haut, 10 ans après en bas. Sujet volontaire, bien sûr. Il m'a autorisé à montrer ce film en public. Et finalement, j'aurai la preuve de tout ça par cette colonne sagittale où je vois que le genou en flexion-extension, il est passé de ça à ça, il s'est presque normalisé. C'est le bleu. Je vois dans la colonne transverse que le bassin droit s'est normalisé et je vois que la hanche droite a perdu son endorotation et elle s'est normalisée. Je ne voudrais pas vous effrayer par les relations entre l'analyse instrumentale et l'analyse clinique et la chirurgie. Tout va ensemble. Il n'y a pas un procédé qui est supérieur à l'autre. Il ne faut pas se décourager. L'analyse instrumentale, beaucoup de gens en font une maladie. Elle nous a servi à mieux examiner nos malades, à mieux comprendre la chirurgie et la pathomécanique. À mon avis, elle n'est pas strictement indispensable pour tous les malades. Et avec votre expérience et votre connaissance théorique de l'analyse de la marche, vous pouvez souvent les aider. Je vous remercie pour votre attention. Enfin, pour nous rassurer un peu, parce que c'est vrai que depuis pas mal d'années, on se pose la question, est-ce qu'on continue à faire les choses relativement correctement ou pas? Ce qui est certain, c'est qu'il y a des malades où l'AQM apporte sûrement quelque chose de plus et expliquerait l'insuffisance de nos résultats. Et on devrait continuer à espérer un jour l'avoir comme outil de travail. Il n'y a pas que le coût, il y a le problème pratique, former les gens et tout qui nous pose problème. Tu as beaucoup insisté sur la dérotation fémorale. Et bon, c'est tant mieux, surtout de dire que de la faire en distal, ça donne la même chose qu'en proximal. Alors je voulais te poser une question. Le transfert du droit antérieur sur le gracile, les deux derniers cas, tu l'as fait. C'était dans quel but exactement? Oui, j'ai pas eu le temps de tout détailler parce qu'il me fallait cibler. Mais un jour, on pourra faire lui fin d'appui, oscillation. C'est un genou qui est toujours fléchi et il n'a pas d'amplitude entre l'oscillation et la mi-appui. C'est un genou qui a sa course sagittale, elle est nettement diminuée. Et un des facteurs, c'est pas le seul, un des facteurs pour augmenter cette course et arriver à ce pic, un des facteurs, c'est de supprimer l'action néfaste du droit fémoral en la dirigeant ailleurs. Ça, on ne peut pas le voir à l'examen clinique. On peut le visuellement, peut-être. C'est pour ça que la vidéo, je pense que c'est indispensable. En faisant marcher l'individu, avec la vidéo, on peut prendre son temps et voir que le genou est... Voilà. Ce détail-là, c'est quelque chose. Oui, mais c'est un des détails, c'est effectivement. Où l'AQM apporte. Alors, ma deuxième question, tu disais que pour faire la dérotation, il fallait qu'il y ait une rotation interne en mi-appui, et puis qu'il fallait qu'il y ait une antéversion fémorale. Tu la mesures comment, cette antéversion fémorale? Par l'imagerie? Le clinique, par l'examen clinique. C'est tout.
Et dans les cas où mon examen clinique est difficile, parce qu'il y a des sujets qui sont assez potelés, il y a d'autres où je ne suis pas sûr, je fais l'imagerie, je fais un scanner. Un scanner ou un EOS? Que pour la cotation des troubles transverses, c'est là qu'ils sont le moins bons. C'est ce qu'ils m'ont dit. Mais ils ne sont pas d'accord entre eux. À Paris, c'est ça. Pour les os troubles transverses, quand on interroge d'autres équipes dans d'autres villes, non, c'est bon aussi. Alors il y a une question de manipulation à l'écran du manipulateur, de celui qui fait, sûrement. Mais je suis incapable de trancher, mais j'aurais aimé que ça soit fait à l'EOS. Ou bien, il y a une dernière génération de scanners à petite dose, à basse dose, qui est de plus en plus introduite dans le commerce. Nous ne l'avons pas encore, mais ça serait peut-être une solution élégante. Est-ce que je peux me permettre une autre question? Il y a, parmi les gestes faits, le raccourcissement du jambier antérieur, j'ai vu ça. Oui. Je ne le fais que dans les équins monstrueux, ce qui était le cas de mon malade, parce que dans les équins monstrueux, quand on va lâcher le triceps, l'allonger, le tendon du jambier antérieur qui a poussé pendant des années très long, c'est comme un spaghetti qui est très long. Et donc il ne se raccourcit pas seul, parce que c'est du tissu conjonctif, c'est pas du muscle. Et donc il reste très long. Et il expose à beaucoup de chutes du pied, puisqu'il n'y a rien qui tient le pied en dehors de l'orthèse. Donc je préfère le raccourcir pour que je diminue la longueur du tendon. C'est ça. Comme ça, le pied, quand le sujet n'a pas d'attelle, il tient un peu quand même. Ouais. C'est le cas de ce patient. Pour les grands équins, pour les équins monstrueux. Les grands équins, oui. Ouais. Ça. Santé ou bien les 4 cas, tout en sachant que cette pathologie elle est associée à une spasticité généralement, donc c'est bien une composante centrale. Est-ce qu'on a le droit de se focaliser seulement sur les parties molles? Par exemple, si on trouve un flexum, c'est les ischio-jambiers, on va à l'allongement d'Achille et tout, c'est-à-dire que la dérotation fémorale, on la laisse au dernier temps. Est-ce que vous avez eu des cas où vous avez seulement fait, avec ce même cas de flexum, avec hanche, genou et anica, où vous n'avez pas fait de rotation fémorale, vous avez trouvé le même résultat? Surtout que ce sont des sujets qui ne cessent de croître, qui sont dans de l'âge croissant, c'est-à-dire si on associe seulement un geste sur les parties molles, on peut estimer une amélioration de la rotation interne de l'axe du membre inférieur. La chirurgie des parties molles isolées, je la laisse plutôt chez les petits. Par exemple, et puis à ce moment, ensuite, je fais la dérotation quand ils sont plus grands. Isolés des parties molles, c'est-à-dire ischio, par exemple, triceps. Mais les cas que je vous ai montrés, ils sont déjà adolescents. Ils ont déjà des grands enfants au-delà de 12-13 ans. S'il y a une rotation interne énorme, une antéversion excessive, je corrige les deux. Et plus un déséquilibre musculaire, donc j'allonge les muscles, je corrige le défaut architectural, je fais tout en même temps. Dans un seul temps opératoire? Oui, oui. C'est les grands, ça, les grands et les ados. Les petits, parfois, il y a par exemple des 6-8 ans qu'on nous amène. Ça m'arrive de faire, le plus souvent, je fais que les allongements musculo-tendineux. Okay. Merci. Est-ce que j'ai été clair dans ma réponse? Et volontairement. Parce que le pied n'est jamais parfait chez nos patients. Donc il y a besoin, quand ils passent le pas, sans attelle, le pied frotte. Donc il n'y a pas intérêt à trop compenser. Donc une inégalité d'1-2 cm est souvent bénéfique chez nos patients, quand ils sont pieds nus. Et donc j'ai rarement eu à traiter vraiment chirurgicalement une inégalité. Une fois par une épiphyseodèse contralatérale, parce que le sujet avait l'âge qui me permettait de le faire. Et l'autre fois, j'ai mis une semelle, j'ai pas allongé en tout cas. J'ai jamais allongé. 4 cm, c'est déjà beaucoup. Hein. Ouais. Ça reste exceptionnel. Ça peut arriver, hein, mais c'est quand même rare. Merci, Dr. Khoury.